Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avec vous le professeur Mohamed Najari, professeur des matières d'économie et de gestion. Dans le module contrôle de gestion, dans la première vidéo intitulée Introduction au contrôle de gestion, j'espère qu'elle était utile et il vous a aidé à comprendre certaines notions, même qu'elles n'étaient pas exhaustives. Pour l'application aussi, j'espère que les relations ainsi que les calculs étaient clairs pour vous. Dans cette vidéo, je procéderai à la correction de la première série des TD du module contrôle de gestion pour les étudiants du parcours gestion. Avant de commencer, je me permets d'être plus minutieux au niveau de certains éléments pour la simple raison de bien expliquer davantage quelques notions. Ainsi, au niveau des commentaires et interprétations, je les ai faits au détail le plus possible, sachant qu'à la fin des questions de la série, j'ai ajouté d'autres questions afin de vous présenter d'autres commentaires que vous pouvez les utiliser aussi au niveau des examens. Dernière chose, je vous demande de suivre la correction avec moi par vous-même et d'utiliser vos feuilles et calculatrices au niveau des calculs étape par étape. Bonne lecture, bon courage, à la barakatillah. Vous avez une entreprise fabrique deux types d'appareils électriques, P1 et P2. Les deux produits dont le corps est en plastique sont équipés d'un moteur et sont munis d'un cordon électrique rotatif qui en facilite le maniement. Pour le contrôle de sa gestion, l'entreprise établit des budgets et des coûts de revient standard. Elle vous communique les données relatives à l'activité du mois de janvier. Les données relatives à l'établissement des coûts préétablis, bien standard. Vous avez la production normale du mois, 10 000 appareils P1 au prix de vente de 130 dirhams l'unité. 8 000 appareils P2 au prix de vente de 190 dirhams l'unité. Le nombre d'appareils qu'il est prévu de produire est identique au nombre d'appareils qu'il est prévu de vendre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de stock. Les charges directes par unité produite et vendue. Vous avez les éléments de coût, matière plastique, moteur, cordon électrique, main-d'œuvre, moulage, main-d'œuvre, montage et commission des vendeurs. Pour les quantités unitaires pour chaque produit. Pour la matière plastique, 0,2 kg pour le produit P1, 0,25 kg pour le produit P2, avec un prix unitaire 50 dirhams le kilogramme pour les matières plastiques. Les moteurs, chaque produit utilise un moteur, mais les prix sont différents. Ça veut dire que le coût unitaire du moteur du produit P1, c'est 32, alors qu'il est 56 pour le produit P2. Cordon électrique, on utilise 1,8 m pour le produit P1, 2 m pour le produit P2, avec un prix unitaire de 7 dirhams le mètre. La main-d'œuvre, moulage, 0,1 heure pour le produit P1, 0,12 heures pour le produit P2, avec un taux horaire de 54 dirhams l'heure. Main-d'œuvre montage, 0,14 heures pour le produit P1, 0,2 heures pour le produit P2, avec un taux horaire de 58 dirhams l'heure. La commission des vendeurs, c'est 6% du chiffre d'affaires. Pour les charges indirectes, donc les charges indirectes sont réparties entre les différents centres, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Vous avez les centres moulage, centre montage, centre distribution, et vous avez des charges fixes et des charges variables au total et l'unité data. Pour le centre moulage, vous avez 200 000 dirhams comme charge fixe et 128 000 dirhams comme charge variable. Au total, c'est 328 000. Et l'unité d'œuvre dans ce centre, c'est kg de matière plastique. Centre montage, 200 000 dirhams de charge fixe, 130 000 dirhams de charge variable. Au total, c'est 330 000 dirhams. Et l'unité d'œuvre, c'est heure main-d'œuvre directe. Centre distribution, vous avez les charges fixes 111 000 et les charges variables 100 500 avec un total de 211 500 et l'unité d'œuvre c'est 100 dirhams de vente. Pour l'activité réelle du mois de janvier, la production réelle, l'entreprise a produit et vendu 9 000 produits P1 et 7 500 produits P2. Les prix de vente unitaires réels ont été ceux prévus, c'est-à-dire 130 dirhams pour le produit P1 et 190 dirhams pour le produit P2. Pour les charges directes réelles, vous avez les mêmes éléments de coût. Au niveau des quantités, concernant la matière plastique, pour le produit P1, on a consommé 1785 kg. Ça veut dire que pour la quantité produite et vendue de 9000. Pour P2, on a consommé 1855, avec un coût unitaire réel de 52 dirhams kg. Pour le moteur, au niveau du produit P1, on a utilisé 9000. Pour le produit P2, on a utilisé 7500. Le prix réel des moteurs, c'est 35 dirhams pour le produit P1 et 58 dirhams pour le produit P2. Le cordon électrique, on a utilisé 16 200 mètres pour le produit P1 et 15 000 mètres pour le produit P2. C'est dirhams le mètre. La main-d'œuvre moulage, on a utilisé 900 heures pour le produit P1 et 900 heures pour le produit P2, avec un taux horaire de 55,1 dirhams l'heure. La main-d'œuvre
Montage, on a utilisé pour le produit P1 1250 heures et pour le produit P2 1480 heures, avec un taux horaire de 58,52 dirhams l'heure. La commission des vendeurs, c'est au taux prévu, ça veut dire que c'est 6% du chiffre d'affaires. Pour les charges indirectes réelles, elles se répartissent selon les centres. Pour le centre moulage, on a des charges indirectes réelles de 313 040. Pour le centre montage, c'est 313 950. Et pour le centre distribution, c'est 192 030. Le travail demandé, établir la fiche de coût unitaire standard pour chacun des produits P1 et P2, calculer les résultats prévisionnels unitaires et globaux pour les deux produits, présenter en un seul tableau les budgets standards flexibles et réels pour le produit P1. Quatrième question, calculer pour le produit P1 l'écart total sur charge directe, matière première qui est ici la matière plastique, et main d'œuvre moulage, décomposer l'écart total en écart sur volume et écart économique. Cinquième question, décomposer l'écart global en sous-écart et commenter les résultats obtenus. Sixième question et la dernière, pour le centre moulage, calculer l'écart sur charge indirecte et analyser-le en écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement, interpréter les résultats obtenus. Les étapes du corrigé des exercices concernant l'analyse des écarts. Généralement, on établit le tableau de répartition des charges indirectes standard, puis on fait la fiche de coût unitaire standard. On établit le tableau de répartition des charges indirectes réelles afin d'établir le tableau des budgets et par la suite procède à l'analyse des écarts. Pour la première question TD, établir la fiche de coût unitaire standard pour le produit P1 et P2. Donc premièrement, avant d'établir la fiche, on doit faire le tableau de répartition des charges indirectes standard. Vous avez dans le tableau de répartition trois centres, centre moulage, centre montage et centre distribution. Vous avez le total des charges indirectes standard. Ici, pour le montant des charges indirectes, on prend le total. On ne s'intéresse pas ni aux charges variables ni aux charges fixes, mais on prend le total. Pour le centre moulage, vous avez 328 000 dirhams. Pour le centre montage, 330 000 dirhams et centre distribution, 211 500. L'unité d'œuvre. Pour le centre moulage, kilogramme de matière plastique. Pour le centre montage, heure main d'œuvre directe. Et pour le centre distribution, 100 dirhams de vente. Pour le nombre d'unités d'œuvre, au niveau du centre moulage, kilogramme de matière plastique, ça veut dire que combien on a consommé de matière plastique. À noter ici que dans le centre moulage, on a fabriqué deux produits. Il n'y a pas de distinction entre les deux produits. Ça veut dire qu'on va chercher combien de kilogrammes de matière plastique consommés au niveau du centre moulage pour la fabrication des deux produits. Donc, pour le produit P1, on a chaque produit, bien chaque unité, il consomme 0,2 kg. Donc, pour la consommation de kilogrammes de matière plastique pour le produit P1, c'est 0,2 fois 10 000, puisque 10 000 c'est la quantité produite. Et pour le produit P2, il consomme 0,25 kg pour une production de 8 000 unités. Donc, c'est 0,25 fois 8 000. C'est 4 000 kg. Pour le coût d'unité d'œuvre, toujours donc passer le total des charges indirectes sur le nombre d'unités d'œuvre. Ici, ça donne 82 dirhams. Bon, la signification de 82 dirhams, c'est que chaque kilogramme de matière plastique consommée dans le centre moulage, elle coûte 82 dirhams comme charge indirecte. Pour le centre montage, combien il y en a d'heures de main d'œuvre directe? On retourne vers les charges indirectes, on retourne vers les charges directes du produit. Vous avez au niveau de la main d'œuvre directe moulage et la main d'œuvre montage. N'oubliez pas que ici pour le centre montage, donc on a pris comme unité d'œuvre, c'est heures de main d'œuvre. Ça veut dire qu'on va prendre les heures de main d'œuvre concernant juste le centre montage. Comme ça, on aura que pour le centre montage, pour chaque unité produite de produit P1, il consomme 0,14 heures. Et pour chaque unité de produit P2, il consomme 0,2 heures. Donc le nombre d'heures de main d'œuvre directe utilisées au niveau du centre montage, il donne, c'est 0,14 fois 10 000 produits P1, 0,2 fois 8 000 pour le produit P2 et ça donne 3 000 heures. Chaque heure utilisée au niveau du centre montage, il coûte 110 dirhams comme charge indirecte. C'est 330 000 sur 3 000, ça donne 110. Pour le centre distribution, vous avez 100 dirhams de vente, donc le nombre d'unités d'œuvre, c'est 10 000 produits vendus au niveau du P1 fois 130, c'est le prix de vente, plus 8 000 produits
P2 fois 190, c'est le prix de vente du produit P2. Bien sûr, sur 100, puisqu'on a ici 100 dirhams de vente. Si on a pris ici 1000 dirhams de vente, on divise sur 1000. Donc ici, ça donne 28 200. Et bien sûr, ici, ça donne 7,5. Donc 7,5, ça veut dire que chaque 100 dirhams de vente au niveau du centre de distribution, il coûte 7,5. Ça veut dire qu'on a une charge de distribution comme charge indirecte de 7,5 dirhams pour chaque 100 dirhams vendus. Permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour faire un petit rappel sur la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Pour les charges directes, ce sont des charges qu'on peut les affecter directement au produit. À cet exemple qu'on a, je prends l'exemple des matières plastiques. Vous avez le produit PL consomme 0,2 kg pour un prix unitaire de 50. Donc le coût de 10 dirhams, il est affecté directement au produit P1. La même chose pour P2. Le coût de 12,5 dirhams, tant qu'il consomme 0,25 kg pour l'unité avec un prix unitaire de 50 dirhams kg. Donc pour cette charge, il ne pose aucun problème au niveau de l'affectation. Quant aux charges indirectes, ce sont des charges affectées au produit, mais d'une manière qui est indirecte, c'est-à-dire que par de l'utilisation d'un autre moyen d'affectation qu'on appelle l'unité d'œuvre. Comment faire? On prend les charges qu'on ne peut pas les affecter directement et on les regroupe dans ce qu'on appelle les centres de responsabilité. Après, on choisit une clé de répartition adéquate à ce centre. Ça veut dire qu'une unité d'œuvre adéquate pour le centre afin d'affecter le total des charges indirectes au produit de l'entreprise. Dans ce cas qu'on a, on va prendre l'exemple du centre moulage. Vous avez les charges indirectes du centre moulage, c'est 328 000 dirhams. Comment on peut l'affecter au produit P1 au produit P2? Ça veut dire que quelle est la part des charges indirectes pour P1 et quelle est la part des charges de ce centre au niveau de P2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une unité d'œuvre qui est le kilogramme de matière plastique et on a vu dans le centre combien on a consommé de kilogrammes de matière plastique. On a consommé 4000 kg. Comment on a obtenu 4000 kg? Déjà vu, c'est 0,2 fois 10 000 et 0,25 fois 8000. Ça veut dire que la part de P1, c'est 2000 kg, 0,2 fois 10 000, et la part de P2, c'est 0,25 fois 8000. On a vu que le coût de l'unité d'œuvre, c'est 82 dirhams. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Pour P1, on va essayer de voir combien elle a consommé d'unités d'œuvre au niveau de ce centre. Donc, on a trouvé qu'elle a consommé 2000 kg. La même chose pour P2, elle a consommé 2000 kg. C'est 0,25 fois 8000. Bon, par la suite, 2000 kg fois le coût de chaque kilogramme au niveau de centre moulage comme charge indirecte, c'est 82. 2000 fois 82 dirhams par kilogramme, ça donne 164 000. La même chose pour P2, c'est 2000 fois 82, c'est 164 000. Comme ça, on a réparti les charges indirectes du centre moulage entre les deux produits. Ici, c'est exceptionnellement qu'on a le même montant. Mais si dans le centre moulage, on change l'unité d'œuvre, la répartition, elle va changer. Les 164 000, c'est pour les 10 000 unités produites du P1 et les 164 000, c'est pour les 8 000 unités produites pour P2. Je continue l'exemple du centre montage. Aussi, le total des charges indirectes, c'est 330 000. L'unité d'œuvre, c'est heure main d'œuvre directe. Le nombre d'heures, c'est 3 000. C'est 0,14 fois 10 000 plus 0,2 fois 8 000. Le coût de chaque heure, ça donne 110 dirhams. Donc maintenant, pour P1, on va voir combien elle a consommé d'unités d'œuvre. Elle a consommé pour la quantité produite de 10 000, elle a consommé 1400 heures. Pourquoi 1400 heures? Parce que c'est 0,14 fois 10 000. Pour P2, elle a consommé 1600 heures. Donc, la part des charges indirectes du centre montage affectée au produit P1, c'est 154 000. Et pour P2, c'est 176 000. Pourquoi la part de P2 elle est plus élevée que la part de P1? Parce que la quantité d'heures consommée au niveau du centre montage, pour P2, elle est supérieure à la quantité d'heures de main-d'œuvre directe consommée pour P1. Je reviens vers la fiche des coûts unitaires standard pour les produits P1 et P2. Donc, vous avez un tableau, bien sûr, qui représente la fiche des deux. Vous avez les éléments de coût, on commence toujours par les charges directes et puis les charges indirectes. Le produit P1,
la quantité prix unitaire montant, produit P2, quantité prix unitaire montant. À noter ici que au niveau des données, vous avez les données unitaires. Donc, vous avez les charges directes par unité produite et vendue. Faites attention ici parce qu'au niveau des données de l'exercice, soit il vous donne par unité produite, soit il vous donne la quantité pour toute la production. Au niveau de l'application que j'ai fait dans la vidéo numéro 1, donc je vous ai donné les données totales. Ça veut dire que la quantité pour une production totale. Donc ici dans le TD, vous avez les charges directes par unité produite. Ça veut dire qu'il suffit de prendre ces éléments et de les mettre au niveau du tableau. Pour la matière plastique, pour P1, c'est 0,2 kg de matière plastique avec un prix unitaire de 50 égale 10. 0,2 fois 50. Pour le moteur, il utilise un seul moteur fois 32, c'est 32. Cordon électrique, 1,8. Pour la main d'œuvre moulage, la même chose. Pour la main d'œuvre montage, la même chose. Donc pour P2, la même chose. Donc, à noter ici que pour le produit P2 au niveau du moteur, le prix du moteur c'est 56. Ce que vous pouvez constater ici, c'est la conception du tableau. Ici, j'ai pris les charges directes et les charges indirectes au niveau de l'atelier 1 et l'atelier 2. Et j'ai laissé les charges de distribution qui sont la commission et le centre de distribution. Cette conception, on le fait si on vous demande le coût de production standard. Parce que là, ce sont les charges de production. On sait bien que les commissions et le centre de distribution, ce sont des charges de distribution. Donc, ici, j'ai pris cette conception qu'on vous aurez au niveau de la collection du TD, faisant apparaître le coût de production standard. Donc, j'ai pris, comme j'ai dit, donc, pour les charges directes, même chose pour les charges indirectes. L'atelier 1, c'est l'unité d'œuvre, c'est kg de matière plastique. Donc, c'est 0,2. Pourquoi 0,2? Parce que le produit PL consomme 0,2 kg de matière plastique. C'est la même unité d'œuvre qui est utilisée au niveau de l'atelier A. Au niveau de la main d'œuvre montage, qui est comme l'unité de répartition de l'atelier 2, donc là j'ai pris 0,14. Bien sûr, 0,2 fois 50, c'est le prix du kilogramme de matière plastique, mais ici, c'est le coût comme charge indirecte qu'on a utilisé comme unité d'œuvre au niveau de l'atelier. 0,2 fois 82, ça donne 16,4. 0,14 fois 110, 15,4. La même chose pour P2, c'est 0,25 fois 82, 0,2 fois 110, c'est 22, ici c'est 20,5. Juste pour savoir que ces données au niveau des charges indirectes sont justes, il suffit pour P1, c'est le coût unitaire, c'est 16,4, et pour P2, c'est 20,5. Donc, puisqu'on a au niveau des centres, on a produit 10 000 produits P1 et 8 000 produits P2, on vérifie que 16,4 fois 10 000 plus 20,5 fois 1000, ça va donner 328 000 qui sont les charges indirectes du centre atelier. Lorsqu'on fait la somme des montants au niveau des charges directes et charges indirectes concernant les charges de production, on a trouvé que le coût de production standard pour le produit P1 c'est 99,92. Pour le produit P2 c'est 143,08. Maintenant je passe vers les charges de distribution. Vous avez les charges directes de distribution, c'est les commissions, et les charges indirectes, c'est relatif au centre de distribution. Pour les commissions, on a vu que c'est 6% du chiffre d'affaires. À noter ici, lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, au niveau de la fiche de coût unitaire standard, le chiffre d'affaires unitaire, c'est le prix de vente. Ça veut dire que si on vend une seule unité, le chiffre d'affaires réalisé, ça sera le prix de vente. Donc ici, vous avez le choix, soit de mettre 130 fois 6%, ou bien 6 fois 1,3. Donc ça va donner 7,8. Et c'est la même chose pour P2. 1,9 c'est 190, c'est le prix de vente au niveau du produit P2 sur 100. Fois 6, c'est 11,4. Je répète pourquoi j'ai fait ici 6. Donc vous avez le choix. Soit vous faites 6% pour un prix de vente de 130, soit vous analysez que chaque 100 dirhams, la commission du vendeur, c'est 6 dirhams. C'est ce qu'on a fait au niveau de ce tableau. Chaque 100 dirhams, ou bien la commission, c'est 6 dirhams. C'est pour ça qu'on a fait ici 1,3 fois 6. La même chose pour P2. On trouve le coût unitaire standard lorsqu'on recoupe le coût de production pour les charges de distribution, plus les charges de distribution, ça va donner 117,47 dirhams pour le produit P1. Et le coût unitaire du produit P2, c'est 168,73. Donc là, c'est conception que vous aurez au niveau de la correction des TD, mais vous pouvez donc faire la conception suivante si on ne vous demande pas le coût de production. Et ça sera le même, sauf que j'ai fait
que c'est le coût unitaire des charges directes, ça veut dire que j'ai fait le regroupement par les charges directes, le total des charges directes et le total des charges indirectes. Et bien sûr, on aura le même coût unitaire standard, il ne va pas changer ni pour P1 ni pour P2. Pour la deuxième question, calculer les résultats prévisionnels unitaires et globaux pour les deux produits. On le fait dans un tableau. Vous avez les éléments ici pour P1 et P2. On commence toujours par le prix de vente unitaire, 130, 180, moins le coût unitaire qu'on a trouvé au niveau de la fiche de coût unitaire standard, c'est 117,47 pour P1 et 168,73 pour P2. Le résultat unitaire pour chaque produit, c'est 12,53 pour P1 et 21,27 pour P2. Voilà la quantité produite et vendue. Voilà la quantité vendue qui est 10 000 pour le produit P1 et 8 000 pour le produit P2. Ça donne un résultat prévisionnel par produit 125 300 pour P1, 170 160 pour P2, et ce qui entraîne un résultat global prévisionnel 295 460. La troisième question, présenter en un seul tableau les budgets standards flexibles et réels pour le produit P1. Donc comme ça, on peut avoir deux tableaux pour le produit P1 et pour le produit P2. Ce qui est demandé, c'est juste pour le produit P1. Mais avant d'établir le tableau des budgets, on doit faire le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Ça veut dire que maintenant, on va prendre les données réelles. Donc le tableau qui représente les trois centres, et on va prendre les charges indirectes réelles. 313 040 pour le centre moulage, 313 950 pour le centre montage et 192 030 pour le centre distribution. Pour les unités d'œuvre, ils ne se changent pas. Le nombre d'unités d'œuvre, vous avez 3640, les kg de matière plastique, donc on va prendre les données réelles. Donc vous avez 1755 kg consommés pour le produit P1 et 1855 kg consommés pour le produit P2. Donc au niveau du centre moulage, on a consommé 3640 kg, ce qui a coûté, comme pour chaque kilogramme de matière plastique consommé au centre moulage, il coûte 86 dirhams comme charge indirecte, réelle. Pour le centre montage, heure main-d'œuvre directe, donc c'est 1250 plus 1480. Pour P1 et pour P2, c'est 2730, ce qui a donné 313 950 sur 2730, c'est 115 dirhams. Et pour le centre de distribution, vous avez 9000, c'est les ventes réelles pour le produit P1 fois 130 puisque le prix de vente n'a pas changé, plus 7500 pour le produit P2 fois 190 le prix de vente de P2. Bien sûr, le total sur 100, ça donne 25 950, ce qui a donné comme coût d'unité d'œuvre, c'est 7,4. Ça veut dire que réellement, chaque 100 dirhams vendus, on a dépensé 7,4 dirhams comme charge indirecte dans le centre distribution. Après le tableau de répartition des charges indirectes réelles, on établit le tableau des budgets standards flexibles et réels. Concernant la question de pourquoi le budget flexible, la réponse était dans la première vidéo concernant l'introduction au contrôle de gestion. Maintenant, comment on établit le budget standard flexible? On va se baser sur la fiche de coût unitaire standard. Pour le budget standard, je vais prendre pour chaque élément du coût la quantité, je vais multiplier par 10 000. Bon, ça sera 2000, 10 000, 18 000, 1000, 1400 et 13 000. Pour les charges indirectes, la même chose. 0,2, 0,14, 1,3, c'est 2000, 1400, 13 000. Et je vais prendre les prix unitaires standards. Parce que les prix, on n'a pas un troisième prix. Soit vous aurez un prix normal ou bien standard, ou vous avez un prix réel. Donc c'est 50, 32, 7 donc pour tous les éléments. Et on aura ici le budget consacré à la production de 10 000 produits pour chaque élément de coût. Donc pour la matière plastique, donc c'est 100 000. Ça veut dire que l'entreprise doit consacrer 100 000 juste pour la matière plastique pour fabriquer 10 000 unités. La même chose donc pour les autres. Donc, et bien sûr, lorsqu'on fait la somme ici, la quantité c'est 10 000 puisque c'est la production normale. Je dois trouver ici, dans le prix unitaire concernant le total, je dois trouver le coût unitaire standard. Sinon, ce sera une faute quelque part. Pour le budget flexible, la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit que c'est le budget standard adapté à la production réelle. Ça veut dire qu'on adapte le budget standard qui était pour 10 000 pour une production juste de 9 000. Et de la même manière, on doit multiplier les quantités de chaque élément de coût. Au lieu de le multiplier par 10 000 au niveau du budget standard, on va le multiplier par 9 000.
0,2 fois 9000, c'est 1800. 1, c'est 9000. 1,8, c'est 16200. La même chose pour les autres. Les prix unitaires ne changent pas concernant le standard, parce que le budget flexible, c'est un budget standard. C'est juste qu'il est adapté à la production réelle. Lorsque j'ai dit adapté, ça veut dire qu'on adapte toujours les quantités et non pas les prix unitaires. Donc, ce sera les mêmes prix ici, et j'aurai les montants, la quantité fois le prix unitaire. Donc, c'est 90 000. Autrement, ça signifie que l'entreprise, si elle a consacré 100 000 pour la matière plastique pour produire 10 000, ça veut dire que s'il va produire 9 000, il doit dépenser juste 90 000. La même chose pour les autres éléments du coût. On fait la somme, il y a le total du montant. On va trouver ici, c'est 1 57 230, bien sûr pour une quantité produite de 9 000. Nécessairement, vous devez avoir ici, lorsqu'on va diviser 1 57 230 sur 9 000, je dois trouver le coût unitaire standard. Parce que là, j'en ai fait juste une adaptation de ce qui est standard à la production réelle. Pour le budget réel, on va prendre les données réelles. Ça veut dire que les données réelles concernant le produit P1. Donc, vous avez au niveau de la matière plastique 6785 kg fois le prix, le coût unitaire réel 52. Pour le moteur, pour le cordon électrique, la main-d'œuvre moulage, le montage, la même chose. Pour les charges indirectes, vous avez dans l'atelier 1, vous avez l'unité d'œuvre, c'est kg de matière plastique consommée. La quantité réelle consommée pour le produit P1, c'est 1785 fois 86, qui est issu du tableau de répartition des charges indirectes réelles. Même chose pour l'atelier 2, c'est 1250 heures de main-d'œuvre directe montage fois 115 dirhams, aussi issu du tableau de répartition des charges indirectes réelles. Et pour la distribution, c'est 100 dirhams de vente. 11 700, ça veut dire que c'est 9000 fois 130 sur 100. C'est la part du chiffre d'affaires pour le produit P1. Et bien sûr, au niveau de 100 dirhams de vente, on va diviser sur 100. Donc, c'est 9000 fois 130 sur 100. Ça donne 11 700 fois 7,4. Et ça donne 86 580. Ce qui donne ici au niveau du montant, donc c'est 1 81 800. Pour une production de 9000, ça donne un prix unitaire de 120,2. Ça veut dire que chaque unité produite au niveau du produit P1 nous a coûté réellement 121,2. Une petite remarque ici, qu'est-ce qu'elle représente 1 174 700? Elle représente le budget que l'entreprise a prévu de dépenser pour une production de 10 000. 1 57 230. Il représente ce que l'entreprise doit dépenser pour une production de 9 000. Alors que 1 81 800 représente ce qu'il a dépensé effectivement. Bien sûr, l'écart, il est toujours entre le budget réel et le budget flexible. Ça veut dire que entre ce que l'entreprise a dépensé et ce qu'elle doit dépenser. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écart économique. Bien sûr, ici, l'écart est défavorable parce que le montant des charges il a augmenté. Bien sûr, toujours pour le produit P1, dépenser 1 81 800 alors qu'il doit dépenser juste 1 57 230. Et ce qui est apparent au niveau du coût unitaire, parce qu'on a prévu un coût unitaire de 117,47 pour chaque unité, alors que réellement, chaque unité nous a coûté 120,2, ce qui a entraîné un écart défavorable au niveau de l'entreprise. Pour les écarts, concernant la 4e, la 5e et la 6e question, donc ici vous avez les relations des écarts. Vous avez ce qu'on appelle l'écart total, c'est le coût réel moins le coût standard, ou bien le budget réel moins le budget standard. Cet écart est total, il est décomposé en deux sous-écarts, ce qu'on appelle l'écart sur volume et l'écart économique. L'écart sur volume, c'est le coût préétabli moins le coût standard, mais le budget flexible moins le budget standard. Alors que l'écart économique, et ce qui nous intéresse au niveau de l'entreprise et ce qui nous intéresse au niveau des commentaires aussi, c'est le coût réel moins le coût préétabli. Le budget réel moins le budget flexible. Et bien sûr, les sous-écarts de l'écart économique, ce qu'on appelle l'écart global, c'est l'écart sur quantité. Donc déjà, vous avez la relation. Et l'écart sur prix, la même chose. Donc ici, vous avez tous les écarts qui peuvent exister au niveau de chaque élément de
de coût. Passons maintenant à la quatrième question. Calculer pour le produit P1 l'écart total sur charge directe, matière première et main d'œuvre moulage, décomposer l'écart total en écart sur volume et l'écart économique. Donc pour la matière plastique, vous avez l'écart total, c'est le coût réel moins le coût standard. C'est 92 820 moins 100 000. Ça donne moins 7 180, c'est un écart qui est favorable. L'écart sur volume, c'est le coût préétabli moins le coût standard. C'est 90 000 moins 100 000, c'est moins 10 000. Et l'écart économique, c'est le coût réel moins le coût préétabli, c'est 92 820 moins 90 000, c'est plus 2 820, c'est un écart qui est défavorable. Et celui-là, est l'écart économique qui apparaît au niveau du tableau des budgets. Je retourne vers le commentaire que vous devez faire au niveau de l'écart sur volume. Lorsqu'on vous demande l'écart sur volume, nécessairement, vous devez faire un commentaire. Le commentaire aussi, il est standard pour l'écart sur volume. Donc, ici, l'écart est favorable, car le coût préétabli est inférieur au coût standard. Cela est dû à la diminution de la quantité produite, 9 000 appareils au lieu de 10 000. Bien sûr, généralement, si la production réelle elle est inférieure à la production standard ou bien la production normale, toujours l'écart sur volume il est favorable. Pourquoi? Parce qu'il y en a une diminution des coûts. Le coût qu'on doit dépenser pour 9000 appareils, c'est logique qu'il doit être inférieur au coût qu'on doit dépenser pour 10 000 appareils. C'est pour ça que si on retourne vers le tableau des budgets flexibles, on va voir que tous les montants des budgets flexibles, ils sont inférieurs au budget standard suite à la diminution de la production. La production normale, c'était 10 000 et la production réelle, c'est 9 000. Donc, je répète, c'est pour tous les montants ici, vous constatez qu'ils sont inférieurs au budget standard. Et bien sûr, pour le commentaire sur l'écart sur volume, toujours, donc l'écart est favorable lorsqu'il y a une diminution de la quantité produite. Et bien sûr, si on a une augmentation de la quantité produite, l'écart va être défavorable. Une explication ici. Pour une production de 10 000 appareils, l'entreprise a prévu de dépenser 100 000 dirhams. Ça veut dire qu'il a préparé un budget pour 100 000 dirhams. Alors qu'il a produit 9 000 appareils, il doit dépenser juste 90 000 dirhams. Donc, il y a une diminution des charges. Ça veut dire que l'entreprise, il va y avoir une diminution des charges de 10 000. Bien sûr, l'écart sur volume, il est non économique. Donc, puisque il n'a pas de signification, il n'a pas de sens, les deux montants ils sont prévisionnels. La même chose pour la main-d'œuvre moulage. Vous avez l'écart total, coût réellement coût standard, 89 580 moins 54 000 dirhams, c'est moins 4 410 dirhams. C'est un écart qui est favorable. L'écart sur volume, coût préétabli moins le coût standard, 48 600 moins 54 000, ça donne moins 5 400. Donc, ici, vous avez un commentaire plus détaillé. Vous avez l'écart sur volume pour la main-d'œuvre dans le centre moulage, il est favorable de 5 400 car le coût préétabli est inférieur au coût standard. C'est-à-dire que l'entreprise doit dépenser 48 600 pour une production de 9 000 appareils au lieu de 54 000 dirhams prévus pour une production de 10 000 appareils. Donc cet écart il est dû à la diminution de la quantité produite, 9 000 appareils au lieu de 10 000 appareils. L'écart économique, c'est le coût réel moins le coût préétabli, donc 49 590 moins 48 600 égale plus 980, c'est un écart défavorable. Bien sûr, si on ajoute plus 990 moins 5400, il va donner moins 4410. Donc la somme de l'écart sur volume et l'écart économique, ça donne l'écart total. Pour la cinquième question, décomposer l'écart global en sous-écarts et commenter les résultats obtenus. Ça veut dire qu'on va décomposer l'écart économique à ces sous-écarts, l'écart sur quantité, l'écart sur prix. Bien sûr, pour la matière plastique et la main-d'œuvre moulage. Et on remarque ici au niveau des commentaires. Donc, soit vous calculez l'écart et de faire le commentaire correspondant, soit vous faites les calculs pour tous les écarts et les sous-écarts et faire un commentaire global sur tous les écarts. Donc, je vous propose le premier pour la matière plastique et le deuxième pour la main-d'œuvre. Ça veut dire que pour la matière plastique, je vais prendre chaque écart avec son commentaire et pour la main-d'œuvre directe, je vais prendre les calculs et après je fais un commentaire global pour tous les écarts. Je commence pour la matière plastique. On a vu que l'écart économique, c'est le coût réellement le coût préétabli, c'est 92
820 moins 90 000, ça donne plus 2820, c'est un écart qui est défavorable. On constate que le coût réel est supérieur au coût que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils. Cette augmentation entraîne un écart défavorable de 2820 dirhams. Les raisons de cet écart doivent être recherchées dans l'écart sur quantité et l'écart sur prix. J'explique davantage. Donc, 92 820, c'est le coût réel de matière plastique, c'est la dépense d'entreprise au niveau de la matière plastique et toujours pour le produit P1, alors qu'il doit consommer 90 000. Ça veut dire que la différence est plus de 2820. Donc la charge a augmenté au niveau réel par rapport au standard ou bien par rapport à la norme. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on constate que le coût réel est supérieur que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils. Les deux montants au niveau du coût réel de coût préétabli, ils ont la même référence. Donc là, on va parler par la suite des conventions du plan comptable. Donc ils ont la même référence qui est 9000 appareils qui est la production réelle. Bien sûr, au niveau de la matière plastique ou bien au niveau du coût de matière plastique, il se compose de deux, soit la quantité, soit le prix, puisqu'on achète une quantité avec un prix. C'est pour ça qu'on a dit ici que les raisons de cet écart doivent être recherchées dans l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Je passe au sous-écart. Les sous-écarts. Donc l'écart sur quantité. Donc l'écart sur quantité égale la quantité réelle moins la quantité préétablie pour le prix standard. Donc toujours pour le produit P1, la quantité réelle consommée c'est 1785 alors que la quantité préétablie que l'entreprise doit consommer pour produire 9000 unités de P1, c'est 1800. Fois le coût unitaire standard, c'est 50. Ça donne un écart qui est favorable de 750. Ici, vous avez moins 750. Le commentaire. On constate que l'entreprise a consommé moins de matière plastique qu'il doit consommer. En effet, elle a consommé 1785 kg au lieu de 1800 prévus. Donc ici, il y en a une économie au niveau de la quantité. Cette économie de 15 kg, qui est la différence entre 1785 et 1800, évaluée au prix standard de 50 dirhams, provoque un écart favorable de 750 dirhams. Bien sûr, si vous voyez qu'on ne fait pas d'interprétation, mais c'est juste des lectures des chiffres qu'on a. Les raisons de cet écart doivent être recherchées dans la qualité de la matière, la fiabilité des machines ou encore dans la qualification de la main-d'œuvre. D'où vient cette économie de la quantité? Soit elle va venir de la qualité de la matière, et on sait bien que si la qualité augmente, ça veut dire qu'on a une matière de bonne qualité, qu'on consomme moins de quantité. Donc pour des matières premières, lorsque la matière elle est de bonne qualité, on utilise moins de quantité. Donc, première raison, c'est la qualité de la matière. La deuxième raison pour l'écart sur quantité est la fiabilité ou la performance de machine. Si l'entreprise utilise une machine nouvelle et performante, cette dernière consomme moins de matières premières. Et plus que la machine devient ancienne et obsolète, plus la consommation de la matière première augmente. Donc, cette dernière peut générer plus de déchets ainsi que des produits fabriqués non conformes, représentant du rebut. La troisième raison, c'est la qualification de la main-d'œuvre. Un personnel qualifié utilise moins de matières premières grâce à sa spécialisation et son savoir-faire. Donc, un ouvrier non qualifié peut utiliser une grande quantité de matières premières qui va générer une grande quantité de déchets, il va générer de rebuts, ainsi des produits non conformes. Bien sûr, ces derniers, les déchets, les rebuts, les produits non conformes, sont des outputs où on a utilisé des matières premières, mais ils ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise. Ça veut dire qu'ils ne génèrent pas de bénéfices. Donc ici, au niveau du commentaire, on donne juste les raisons pour cet écart. Pour l'écart sur prix, vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. C'est 52, c'est le prix réel par lequel on a acheté 1 kg de matière plastique, moins 50 le prix standard fois 1785, qui est la quantité réelle. Elle a donné plus 3570 dirhams. C'est un écart qui est défavorable. Donc pourquoi? Tout simplement parce que le prix il a connu un accroissement, il a connu une augmentation, passant de 50 dirhams par kilogramme à 52 par kilogramme.
Cette hausse du prix de 2 dirhams répercutée à la quantité réelle de 1785 kg, elle a entraîné un écart qui est défavorable de 3570. Donc, juste une lecture de la relation. Donc, le prix a augmenté de 50 à 52, donc il a augmenté de 2 dirhams. Donc, 2 dirhams pour chaque kilogramme de matière plastique consommée réellement, qui est 1785. Donc, ce qui a donné un écart qui est défavorable de 3570. Les causes de l'écart sur prix doivent être recherchées soit au niveau de la qualité de matière première. Tant que matière première à qualité élevée, le prix augmente. Ou encore dans les conditions d'approvisionnement par le service d'achat. Choisir le bon fournisseur qui propose un bon rapport qualité-prix. Aussi au niveau de la quantité achetée, plus qu'il est grande, plus que des remises seront accordées, ainsi le prix diminue. Et avec des quantités faibles achetées, le prix augmente. Donc vous voyez ici au niveau du commentaire, on a pris juste ce qui concerne la gestion au niveau de l'entreprise. Parce que le prix peut augmenter au niveau du marché. Et si le prix augmente au niveau du marché, l'entreprise ne peut pas responsabiliser le service d'achat. Donc, si le prix augmente ou bien diminue, donc là, le prix standard ici, il doit être changé par l'entreprise. Le dernier commentaire, il concerne la vérification. La vérification que l'écart global égale l'écart sur quantité plus l'écart sur prix. L'écart sur quantité, c'est moins 750 plus 3570, donc égale plus 2820. Bien sûr, on doit vérifier cette égalité. Donc, pour la matière plastique, malgré que l'écart sur quantité est favorable de 750, l'écart global, il provient bien sûr de l'écart sur prix. Donc, vous avez ici l'écart global défavorable de 2820 provient de l'écart défavorable sur prix de 3570 dirhams. Concernant la main-d'œuvre moulage, donc on va décomposer l'écart global en sous-écart, écart sur volume horaire et écart sur taux horaire. Donc vous avez l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. 49 590 moins 48 600, ça donne plus 990. Donc c'est un écart qui est défavorable. Les sous-écarts, l'écart sur volume horaire ou bien l'écart sur temps, c'est 900 moins 900 fois 54 égale à 0. Donc on l'appelle un écart qui est neutre. L'écart sur taux horaire, donc ou bien l'écart sur le prix de l'heure, c'est le taux réel moins le taux standard fois le volume horaire réel. 55,1 moins 54 fois 900, ça donne plus 990. Pour la vérification, vous avez 0 au niveau de l'écart sur temps, plus 990, ça donne 990. Au niveau du commentaire, là, quand je vous ai déjà dit que pour la main-d'œuvre, je vais prendre les calculs des écarts, puis un commentaire global sur tous les écarts. Vous pouvez faire comme on a fait pour la matière plastique, ça veut dire que pour chaque écart, vous faites un commentaire correspondant. Le commentaire des écarts pour la main-d'œuvre moulage. Vous avez au niveau de l'écart global sur la main-d'œuvre directe dans le centre moulage, on constate qu'il est défavorable de 990 dirhams. C'est-à-dire que le coût réel est supérieur au coût que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils. Les causes de cet écart doivent être recherchées au niveau du volume horaire et du taux horaire. Concernant l'écart sur temps, bien l'écart sur volume horaire, on observe qu'il est neutre. Cela signifie que dans le centre moulage, l'entreprise a respecté les normes au niveau du volume horaire prévu qui est de 900 heures pour une production de 9000 appareils. Quant au taux horaire, on constate que le taux réel est supérieur au taux prévu, 55,1 dirhams par heure au lieu de 54. Cette hausse du 1,1 dirham par heure répercutée au volume horaire réel de 900 heures travaillées dans le centre a entraîné un écart défavorable de 990 dirhams. La recherche des causes de cet écart doit être dans les conditions de rémunération. L'augmentation du taux horaire peut être due soit à l'utilisation des heures supplémentaires. On sait que le taux horaire des heures supplémentaires est supérieur au taux horaire des heures normales, soit tout simplement à la manifestation des salariés pour une augmentation des salaires. Donc enfin, pour récapituler les écarts, ça veut dire qu'au niveau de la vérification que l'écart global égale la somme des sous-écarts,
Enfin, tant que l'écart sur volume horaire est neutre, donc l'écart global sur la main-d'œuvre directe du centre moulage de 990 est dû intégralement à l'écart sur taux horaire. Donc, puisque l'écart sur temps c'est 0, l'écart sur taux c'est 990 et c'est l'écart global. Passons maintenant à la sixième et la dernière question du TD numéro 1. Vous avez pour le centre moulage calculé l'écart sur charge indirecte et analysez-le en écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement. Interprétez les résultats obtenus. Vous avez le choix entre deux méthodes. Soit vous prenez les formules des écarts et de calculer pour chaque écart les données correspondantes, soit vous pouvez faire comme j'ai fait ici. Je détermine toutes les données que j'aurai besoin et par la suite je pose les formules et je passe à l'application numérique afin de ne pas s'éparpiller à chaque fois dans les informations de l'exercice. L'essentiel, c'est que toute donnée utilisée doit être justifiée par les calculs correspondants. Je commence par les données normales. Donc, vous avez les données standards pour le centre moulage. Je commence par la production. Donc, tant qu'on a deux produits, je ne peux pas regrouper les deux productions parce qu'ils sont distincts. Donc, toujours, je vais prendre la production normale pour le produit P1, c'est 10 000, et la production normale pour P2, c'est 8 000. Au niveau de l'activité, vous avez l'activité normale, c'est 4 000 kg. Puisqu'il s'agit de centre moulage, on prend le tableau de répartition des charges indirectes standard. L'activité normale, c'est 4 000 kg, puisque l'unité d'œuvre ici, c'est kg de matière plastique. Pour le coût interstandard, on a trouvé c'est 82. Le coût fixe unitaire standard, c'est petit fs, donc là ce sont les frais fixes sur l'activité normale. C'est 200 000 comme frais fixes. Vous l'avez au niveau des charges indirectes standard. Donc 200 000 sur 4 000, ça donne 50 dirhams. Le coût variable unitaire, soit vous faites, puisque le coût unitaire standard égale la somme des coûts fixes plus le coût variable unitaire, donc le coût variable unitaire standard, c'est le coût unitaire standard moins le coût fixe unitaire standard. Soit vous faites, ce sont les charges variables sur l'activité normale. Et les charges variables au niveau standard, c'est 128 000 sur 4 000, c'est 32. Choisissez une. Pour le rendement, on a dit que pour le rendement standard, on le calcule d'après la relation que l'activité sur la production. Le problème qui se pose ici au niveau de rendement, c'est qu'on a l'activité normale, c'est 4 000, mais au niveau de la production, on a deux productions. La production pour P1 et la production pour P2. Donc c'est pour ça que même l'activité normale, on doit déterminer l'activité normale pour le produit P1 et pour le produit P2. Donc vous avez l'activité normale, c'est 2000 pour P1 et 2000 pour P2. N'oubliez pas que c'est le kilogramme de matière plastique. Pour l'activité normale, pour P1, c'est 0,2 fois 10 000. Pour l'activité normale pour P2, c'est 0,25 fois 8 000. Donc, ce qui va donner un rendement standard pour le produit P1, c'est 2000 sur 10 000. Ça veut dire que l'activité normale correspondante au produit P1 sur la production normale du P1. 2000 sur 10 000, c'est 0,2. Et le rendement standard pour P2, c'est 2000 sur 8000, c'est 0,25. N'oubliez pas que on peut les retrouver dans la fiche de coût unitaire standard concernant l'atelier 1. C'est la quantité correspondante à l'atelier 1 pour P1 et pour P2. Pour les données réelles du centre moulage, je vais prendre la même conception que j'ai fait au niveau des données standards. Je commence par les productions réelles. Vous avez deux productions pour P1 et pour P2. Donc, je répète encore ici que au niveau du centre moulage, on ne va pas travailler pour P1 ou bien pour P2 parce qu'au niveau du centre, on produit les deux produits. Pour la production réelle, donc je répète, c'est pour P1 c'est 9000, pour P2 c'est 7500. Production réelle. L'activité réelle, c'est 3640 kg de matière plastique qui était consommée réellement au niveau du centre moulage. Et j'aurais besoin de la décomposer pour P1 et pour P2. Donc pour P1 c'est 1785 et pour P2 c'est 1855. Concernant le coût unitaire réel, CCR égale 86, issu du tableau de répartition des charges indirectes réelles, et j'aurais pas besoin de recalculer le coût unitaire réel par le total des charges indirectes réelles sur l'activité réelle. Pour le coût fixe unitaire réel, ce sont les frais fixes qui sont 200 000 pour ce centre sur l'activité réelle de 3640. 54,95, c'est bon, elle est arrondie. Bon, le coût variable unitaire réel égale le coût unitaire réel moins le coût fixe unitaire réel. 86 moins 54,95, c'est 31,05, ou bien par le total des charges variables réelles sur l'activité normale, c'est 113
40 sur 3640, 31,05. Comment j'ai obtenu les 113 040? C'est par les charges variables réelles, c'est 313 040, c'est le total des charges indirectes réelles, et je retranche les frais fixes, ça donne 113 040, divisé sur l'activité réelle, il donne le coût variable unitaire réel. Mais je préfère toujours la première relation, puisqu'on a déjà les données 86 et 54,95. Pour le rendement réel, toujours l'activité sur la production réelle. Donc ici, comme j'ai dit au niveau des données standards, donc le problème se pose au niveau de la production réelle. Ici, on a deux productions. On ne peut pas les regrouper. Donc on va prendre pour chaque produit dans son rendement. Donc le rendement réel pour P1, c'est 1785, c'est la part de l'activité réelle correspondante au produit P1 sur 9000. Ça donne 0,1983. Bon, elle est arrondie. La même chose pour le deuxième, c'est 1855 sur 7500, ça donne 0,2473. Il reste encore une donnée à déterminer qui est l'activité préétablie. L'activité préétablie est toujours égale à l'activité normale sur la production normale fois la production réelle. Mais ici, on a un problème toujours de la production. Puisqu'on a deux produits, on ne peut pas regrouper les deux productions. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait ici dans un tableau. Vous pouvez le faire simplement sans utiliser le tableau. J'ai pris pour le produit P1, pour le produit P2. Ça veut dire qu'on doit déterminer pour chaque produit une activité préétablie correspondante. Pour P1, la production normale 10 000, l'activité normale 2000 et la production réelle 9000. Donc ça donne 2000 sur 10 000 fois 9000, ça donne 1800. Pour P2, la même chose, c'est 2000 sur 8000 fois 7500, ça donne 1875. Bien sûr, au niveau de l'activité, c'est le kilogramme de matière plastique. Ça veut dire que pour les deux produits, l'unité, elle est homogène. Ça veut dire qu'on peut les regrouper ici et ça va donner l'activité préétablie. C'est 1800 plus 1875 égale 3675. Comme ça, on a déterminé toutes les données. Par la suite, au niveau des écarts, il suffit de mettre la relation et de procéder à l'application numérique. Je commence par l'écart global. Vous avez l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. Égale l'activité réelle fois le coût unitaire réel moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. C'est 3640 fois 86, c'est le total des charges indirectes réelles, moins 3675 fois 82. C'est 301 350, c'est le coût préétabli. Ça donne plus 11 690. C'est un écart qui est défavorable. Une chose, pour les charges indirectes, l'écart global sur les charges indirectes, on ne peut pas les refaire sortir du tableau des budgets parce que le tableau, il correspond juste au produit P1. Si on veut donc déterminer l'écart global du centre moulage, ça veut dire qu'on doit faire les deux tableaux, tableau de budget pour P1, tableau de budget pour P2. Donc c'est pour ça que ici, on le calcule de cette relation. Donc vous avez ici un écart qui est défavorable de 11 690. Un commentaire, dans le centre moulage, le coût constaté, 313 040, est supérieur au coût préétabli qui est 301 350, comme charge indirecte. Cela entraîne un écart défavorable de 11 690. Pour comprendre les causes de cet écart, il faut le décomposer selon les éléments des charges indirectes, composant le coût du centre. Nous allons calculer un écart sur but, un écart sur activité, un écart sur rendement. La décomposition de l'écart global en sous-écarts. On commence par l'écart sur budget, égale le coût variable unitaire moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. C'est 31,05 moins 32 fois 3640. Ça donne moins 3458. C'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Le commentaire. Cet écart exprime la différence entre les coûts variables unitaires à un niveau d'activité de 3640 kg de matière plastique. Les charges variables ont été inférieures aux normes. Cette réduction du coût entraîne une économie des coûts variables de 3458. Autrement, dans le centre moulage, chaque kilogramme de matière plastique nous coûte normalement 32 dirhams comme charge variable, alors que réellement, il nous a coûté que 31,05 dirhams. Puisqu'on a consommé 3640 kg, donc il y en a une diminution des charges variables de 3458. C'est l'écart favorable sur budget. Le deuxième écart, c'est l'écart sur activité. C'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard, égale 4000 moins 3640 fois 50.
ce qui a entraîné un écart qui est défavorable de 18 000. Le commentaire de cet écart: selon les normes, le centre moulage est prévu pour une activité normale de 4000 kg. Il n'a travaillé que pour 3640 kg. Alors on constate un écart défavorable de 360 kg. Il s'agit d'une sous-activité constatée qui provoque une sous-absorption des charges fixes liées à l'imputation de ces charges sur un volume d'activité plus faible. On parle d'un Mali de sous-activité. Autrement, l'écart sur activité, on l'appelle aussi l'écart sur charge fixe. Donc, puisque les charges fixes dans le centre, c'est 200 000, au niveau normal, le centre doit avoir une activité de 4000 kg. Ça veut dire qu'il doit travailler sur 4000 kg. Donc, le coût fixe unitaire de chaque kilogramme, c'est 50 dirhams. Donc, chaque kilogramme nous coûte 50 dirhams. Et puisque le centre n'a travaillé que pour une activité de 3640 kg, donc si le coût fixe unitaire réel, ça va donner, c'est 54,95. Ça veut dire que le coût fixe unitaire, il a augmenté. Donc les charges fixes, ils sont fixes, mais en total. Mais le coût fixe unitaire, il a augmenté. C'est ce qu'on appelle le Mali de sous-activité, parce qu'il y en a une diminution d'activité, ce qui entraîne une augmentation des charges fixes. Pour l'écart sur rendement, donc vous avez l'écart sur rendement global au niveau du centre, c'est l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. C'est 3640 moins 3675 fois 82, elle est égale à moins 2870. C'est un écart favorable sur rendement pour le centre moulage. Mais qu'en est-il pour les produits? Parce qu'au niveau des rendements, on doit préciser est-ce qu'il y a une amélioration de rendement ou bien une détérioration de rendement. C'est pour ça qu'on doit le décomposer en sous-écart sur rendement pour les deux produits. Pour savoir, pour P1, est-ce qu'il y a une amélioration ou bien une détérioration de rendement. Pour P2, la même chose. Donc c'est pour ça que l'écart sur rendement au centre moulage est favorable de 2870. Cet écart doit être analysé à un niveau des rendements des deux produits P1 et P2. C'est pour cette raison qu'on utilise la deuxième relation des rendements. Et bien sûr, c'est indispensable ici, ou bien au niveau des entreprises qui travaillent sur plusieurs produits. L'écart sur rendement pour P1 égale le rendement réel pour P1 moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût interstandard pour le produit P1. C'est 0,1983 moins 0,2 fois 9000 qui est la production réelle du produit P1 fois 82 qui est le coût interstandard. Elle a donné moins 1254,6. C'est un écart qui est favorable. Donc tout simplement, il y a une amélioration du rendement pour P1. L'écart sur rendement pour P2, la même chose, rendement réel pour P2, point rendement standard pour P2, fois la production réelle du P2, fois le coût interstandard. C'est 0,2473 moins 0,25 fois 7500 fois 82 égale moins 1660,5. Aussi, c'est un écart qui est favorable. Donc, un commentaire pour le premier. Pour produire une unité de produit P1, le centre moulage consomme 0,1983 kg, alors qu'il doit consommer 0,2 kg, qui représente la norme. Cette diminution de la consommation de la matière plastique par produit entraîne un écart favorable de 1254,6. Cela explique l'amélioration du rendement pour le produit P1 au centre moulage. Autrement, chaque produit, normalement, il va consommer 0,2 kg. Donc, puisque réellement, elle a consommé moins, ça veut dire qu'on a économisé en termes de matière plastique. Donc, cette économie s'exprime par une amélioration du rendement du produit P1 au centre moulage. Pour P2, pour produire une unité de produit P2, le centre moulage consomme 0,2473 kg, alors qu'elle doit consommer 0,25 kg qui représente la norme. Cette diminution de la consommation de la matière plastique par produit entraîne un écart favorable de 1660,5. Cela explique aussi par l'amélioration du rendement pour le produit P2 au centre moulage. Donc les deux produits, ils ont connu une amélioration puisqu'ils ont consommé moins de matière plastique que nano. Il se peut dans certains exercices qu'on peut avoir un écart sur rendement favorable et pour les deux produits, on peut trouver un écart favorable et pour un autre, un écart défavorable. C'est juste selon les données. Bien sûr, ici, si on fait la somme des deux écarts, moins 2254,6, moins 1660,5, elle doit être de moins 2870.
Donc, n'oubliez pas, ici, on a fait des rendements. Donc, c'est normal qu'on aura une différence au niveau de la somme entre les deux écarts avec l'écart global sur le rendement. Pour l'écart global du centre, donc on a trouvé que l'écart global c'est plus 11 690, l'écart sur budget moins 3 458, l'écart sur activité plus 18 000, l'écart sur rendement global c'est moins 2 870. Donc si on fait la somme des trois écarts, ça va donner plus 11 672, donc il est égal presque à l'écart global, c'est juste le problème d'arrondissement. Au niveau global, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, fine, pour le centre moulage, l'écart global défavorable de 11 690 est dû à l'écart défavorable sur activité. Tant que l'écart sur budget et l'écart sur rendement sont favorables de 3 458 et 2 870. Bien sûr, puisque la somme c'est plus 11 690, donc l'écart global il est défavorable. L'écart sur budget est favorable, l'écart sur rendement est favorable, donc l'écart sur activité il est défavorable. Donc, l'écart global provient de l'écart sur activité. La correction de la première série arrive à sa fin, mais je vais ajouter trois autres questions au niveau des écarts afin que vous aurez plus de cas, de commentaires concernant cette partie. Les questions que je vais ajouter, elles concernent les trois types que vous aurez au niveau des écarts. Un exemple sur la matière, je vais prendre le cordon électrique pour le produit P1. Un exemple de la main-d'œuvre, je vais prendre main-d'œuvre montage au niveau des exercices. Je vais prendre un exemple de charge indirecte concernant le centre montage. Je commence, mais pour ces exemples, je vais prendre des commentaires qui sont réduits. Ils ne sont pas détaillés comme j'ai fait au niveau de correction des questions de TD. Pour le cordon électrique, l'écart économique il est favorable de 16 200, c'est 97 200 moins 113 400. Les sous-écarts, l'écart sur quantité, il est neutre. Donc la quantité réelle, c'est la quantité préétablie, 16 200. L'écart sur prix, donc le prix là diminué. Donc 6 moins 7 fois 16 200, ça donne moins 16 200, c'est un écart qui est favorable. Au niveau des commentaires, pour la quantité du cordon électrique, l'écart est neutre, donc l'entreprise a respecté les normes. Pour l'écart sur prix, il est favorable de 16 200, grâce à la baisse du coût unitaire. Cela peut être dû à la qualité du cordon ou aux conditions d'approvisionnement du cordon. L'écart global relatif au cordon électrique pour le produit P1 est favorable de 16 200. Cela est dû intégralement à l'écart sur prix, tant que l'écart sur quantité est neutre. Pour la main-d'œuvre directe au niveau du centre montage, l'écart économique c'est plus 70, c'est un écart qui est défavorable. Donc c'est le coût réel moins le coût préétabli, 73 150 moins 73 080. Et sous-écart, l'écart sur volume horaire bien sur temps, donc c'est 1250 moins 1260 fois 58, c'est moins 580, c'est un écart qui est favorable. L'écart sur taux horaire, il est défavorable de 650, 58,52 moins 58, la différence de taux horaire fois volume horaire réel. Au niveau des commentaires, l'écart sur volume horaire est favorable, car le volume horaire réel est inférieur à la norme. Cela peut être dû à une bonne organisation du travail dans le centre moulage ou à la qualification de la main-d'œuvre directe. Ça veut dire que lorsqu'on organise bien le travail au niveau de l'entreprise, le volume horaire diminue, ainsi que la qualification de la main-d'œuvre. Tant que le personnel est le plus spécialisé, le plus qualifié, il passe moins de temps pour la fabrication. Ça veut dire que le volume horaire diminue. Tandis que l'écart sur taux est défavorable car le taux horaire a augmenté par rapport à la norme. Les causes de cet écart doivent être recherchées dans les conditions de rémunération. Donc l'écart global défavorable sur la main-d'œuvre montage de 70 est dû à l'écart sur taux, tant que l'écart sur volume est favorable. Pour les charges indirectes, je n'ai pas fait de la même manière que la sixième question du TD concernant l'organisation des données. Ici, j'ai pris la méthode que à chaque fois j'aurai besoin d'une donnée, je la calcule. L'écart global, c'est l'activité réelle fois le coût réel, moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. Pendant l'activité réelle, c'est 2730 et le coût unitaire réel, c'est 115 d'après le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Le coût unitaire standard, c'est 110 d'après le tableau de répartition des charges indirectes standard. Pour l'activité préétablie, soit on le calcule de la façon qu'on a fait au niveau de la question numéro 6, soit j'utilise la fiche de coût unitaire standard. Ça veut dire que pour chaque unité de produit P1, on utilise 0,14 heures. Et pour le produit P2, on utilise 0,2 heures. Donc, pour une production
réel de 9000 produits P1 et 7500 produits P2. Donc l'activité préétablie, ça sera 0,14 fois 9000 plus 0,2 fois 7500, ça donne 2760. Donc l'écart global, c'est 2730 fois 115, moins 2760 fois 110, ça donne plus 10 350. C'est un écart qui est défavorable. Sur ici, l'écart il est défavorable. Donc, pour l'expliquer, il faut le décomposer en sous-écarts, écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement. Sous-écart, écart sur budget, variable réelle moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. Vous avez les charges variables standard. Au niveau des informations concernant les données normales, vous avez les charges variables standard, c'est 130 000. Et les charges fixes, c'est 200 000. On a une activité normale de 3 000. Donc, le coût variable unitaire standard, c'est 130 000 sur 3 000, c'est 43,33. Les charges variables réelles, ce sont les charges indirectes réelles moins les frais fixes. Les charges indirectes réelles, c'est 313 950 moins 200 000, ça donne 113 950. Et l'activité réelle, c'est 2730, donc le coût variable unitaire réel, ça donne 41,74. Donc l'écart sur budget est égal à 41,74 moins 43,33 fois 2730, ça donne moins 4340,7. C'est un écart qui est favorable. Au niveau de commentaire le plus réduit, donc là, vous pouvez faire l'écart sur budget est favorable de 4340,7. Cela est dû à une diminution des charges variables dans le centre montage. Pour l'écart sur activité, l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. L'activité normale c'est 3000 et l'activité réelle c'est 2730. Le coût fixe unitaire standard c'est 200 000 sur 3000, c'est 66,67. Donc l'écart sur activité c'est 3000 moins 2730 fois 66,67. Donc elle est égale à plus 18 000, c'est un écart qui est défavorable. Au niveau de commentaires aussi, l'écart sur activité est défavorable de 18 000, donc il s'agit d'un malais de sous-activité dans ce centre. L'écart sur rendement. L'écart sur rendement, vous avez l'activité réelle moins l'activité préétablie fois coût unitaire standard. Déjà donc à calculer. 2730 moins 2760 fois 110, ça donne moins 3300 comme un écart favorable sur tout le centre, concernant les produits P1 et les produits P2. Maintenant, on le décompose au niveau des sous-écarts pour chaque produit. Donc, pour P1, l'écart sur rendement, c'est le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle coût unitaire standard. Donc, on a besoin de calculer le rendement réel et le rendement standard. Le rendement standard, c'est l'activité normale pour le produit P1, production normale pour le produit P1 aussi. L'activité normale, c'est 0,14 fois 10 000 sur 10 000, c'est 0,14 ou bien on obtient d'après la fiche de coût unitaire standard. Pour le rendement réel, c'est l'activité réelle du produit P1 sur la production réelle pour le produit P1. C'est 1250 sur 9000, c'est 0,1389. Généralement, pour les rendements, vous pouvez prendre 4 chiffres après la virgule, afin de ne pas avoir une grande différence au niveau de la vérification. Donc l'écart sur rendement pour le produit P1, elle est égale à moins 1089. C'est un écart qui est favorable. Donc pour P1, l'écart sur rendement il est favorable, donc il y a une amélioration du rendement de ce produit dans le centre montage. Pour P2, la même chose, on calcule le rendement standard et le rendement réel. Le rendement standard c'est 0,2 et le rendement réel c'est l'activité réelle pour le produit P2 c'est 1480 sur la production réelle du produit P2 c'est 7500. Ça donne 0,1973. Donc l'écart sur rendement elle est égal à moins 2227,5. C'est un écart qui est favorable. Donc pour P2, la même chose, l'écart sur rendement est favorable. Donc il y a une amélioration du rendement de ce produit dans le centre montage. Donc globalement dans le centre montage, il y a une amélioration des deux rendements. Et bien sûr, on va faire une vérification concernant l'écart global pour dire quelles sont les causes de l'écart global. Puisqu'on a déjà, jusqu'à maintenant, on a calculé l'écart sur budget, l'écart sur activité, l'écart sur rendement. Vous voyez ici, donc, comme on a vu au niveau pour le centre montage, l'écart global il est défavorable de 10 350. Donc cet écart il provient de l'écart sur activité, puisque l'écart sur budget et l'écart sur rendement ils sont favorables. Donc l'écart sur activité qui est défavorable et bien sûr l'écart sur budget et l'écart sur rendement qui sont favorables, ils n'ont pas pu absorber l'écart sur activité. C'est pour ça qu'ils ont dégagé un écart global qui est défavorable. En définitive, l'écart global défavorable des charges indirectes du centre montage de 10 350 provient de l'écart sur activité, tant que l'écart sur budget et sur rendement sont favorables de 4340,7 et 3300 respectivement.
Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'il sera utile pour vous et vous apporte quelques éclaircissements au niveau du chapitre de l'analyse des écarts. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser aux commentaires ou bien vous pouvez les envoyer à ma boîte. Merci pour votre attention. وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته